Melcal, donc chef de projet clinique pour Dosewatch, donc sur la France essentiellement. Donc j'ai la chance de pouvoir accompagner les sites français autour de la gestion de la dose et de la conduite du changement. Donc on a avec nous Pilar Pujadas, Brice Royer et Thibaut Dubois, à qui je vais laisser la parole pour pouvoir se présenter. Bonjour tout le monde, bienvenue. Pilar Pujadas, chef de projet clinique comme Myriam, gérant de projet en Europe. Je pense que vous verrez bien mon accent apparaître, mais aussi gérant des projets en France. Et voilà, avec plaisir de participer à cette session avec vous. Je vais laisser la parole à nos intervenants C2I. Thibaut, tu peux peut-être te présenter? Oui, bonjour. Donc Thibaut Dubois, physicien médical chez C2I Santé. Donc on collabore pas mal. Enfin, j'ai pas mal de clients où j'utilise Dosewatch. Donc c'est pour ça qu'on est là et j'exerce sur la partie sud-ouest de la France. Donc avec Brice Royer qui va se présenter du coup. Je le laisse parler. Oui, bonjour à tous, Brice Royer, je suis physicien intervenant sur le secteur centre-ouest en imagerie et également responsable du secteur physique médical chez C2I Santé. Donc, comme Thibaut, j'ai sur différents établissements Dosewatch qui est connecté sur différentes installations. Donc on commence à avoir une petite expérience de l'utilisation et on pourra intervenir et répondre aux questions éventuellement lors de la présentation. Super, merci à tous les deux. Voilà, Myriam vous montre à l'écran en ce moment l'agenda du webinaire. On va, voilà, comme elle l'a dit, l'objectif est de voir comment on peut répondre à la réglementation française grâce à Dosewatch. Du coup, il y aura une petite introduction sur cette réglementation ainsi que sur le concept du DAX. Pour ensuite, on va aller plus loin en énonçant plusieurs principes de l'arrêté d'assurance qualité en imagerie qu'on a identifiés comme les principaux et surtout en faisant le lien avec les fonctionnalités Dosewatch qui vous permettront d'y répondre. Tout à la fin, on a prévu une session de questions-réponses. Je vais laisser la parole à Myriam pour commencer la présentation. Merci beaucoup à ceux qui ont répondu. Merci. Donc, comme on l'a décrit lors de l'agenda, le but de cette session aujourd'hui, c'est de faire avec vous vraiment un focus sur l'arrêté de février 2019 qui concerne l'assurance qualité en imagerie, qui est en fait une transposition de la directive de l'Euratom dont je pense vous avez entendu parler. Et comme son nom l'indique, elle est votée par la Commission européenne et doit être transposée en droit français. Donc, c'est l'un des arrêtés qui émane de cette directive. Et le but, voilà, c'est de vous montrer d'une vue globale en quoi consiste cet arrêté et dans le détail comment vous pouvez cocher certaines cases des différents items de cet arrêté avec un DAX. Voilà, merci Myriam. Du coup, qu'est-ce qu'un DAX? Alors, en anglais, Dosimetric Archive Communication System. En français, plus simplement, un système de collecte de données. Voilà, comme vous le voyez là dans le schéma, on peut collecter des informations provenant d'une worklist ainsi que de modalités irradiantes comme scanner, mammographe ou autre. L'objectif étant de consolider toutes ces informations dans un logiciel. Alors le DAX propre de GE s'appelant Dosewatch. Qui vous permet d'avoir une visualisation sur ces informations de façon consolidée pour, bien évidemment, les analyser, les visualiser et aussi pour faire des démarches d'optimisation ou de la prise de décision. Voilà, le DAX étant un système très implémenté en France maintenant, Dosewatch ou autre. Juste là, vous voyez en bleu certains de nos chiffres en France. Comme exemple, on a maintenant connecté 1750 systèmes provenant de 43 constructeurs différents. C'est-à-dire, voilà, on ne connecte pas que des systèmes General Electric, mais aussi des systèmes irradiants d'autres constructeurs. Voilà en ce qui concerne le DAX. Je vais laisser Myriam continuer. Donc,
maintenant que vous savez ce qu'est un DAX et sur quoi porte le webinaire, donc comme je vous le disais, on va aller dans le détail des différents principes, mais ce qu'il faut retenir de façon globale de cet arrêté, c'est que les institutions demandent en fait la définition et l'organisation d'un système de gestion qualité, qui doit passer par la définition d'un plan d'action avec des processus et des procédures, avec des responsabilités pour différents responsables et différentes compétences qui sont associées à ces responsables, et pouvoir mettre en place finalement des évaluations à des fréquences qui ont été prédéfinies qui concernent ce système de gestion qualité. C'est ce qu'il faut retenir. Du coup, ce qu'on vous propose pour s'assurer que vous êtes bien dans la dynamique, une question sous forme de qui veut gagner des millions, même si malheureusement on n'a pas de millions à faire gagner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est après la lecture de cette question, comme je vous l'ai montré en début de session, de désactiver votre micro pour les volontaires qui souhaitent répondre. Si jamais il n'y a pas de volontaire, on désignera un avec Pilar pour pouvoir répondre. Donc, première question, quel changement majeur apporte l'arrêté de février 2019 qui concerne l'assurance qualité? Est-ce que c'est des nouvelles valeurs de niveau de référence diagnostique? Est-ce que c'est la mise en œuvre d'un système de gestion qualité? Est-ce que c'est la dose qui doit apparaître dans le compte rendu? Ou alors, c'est la réduction des temps de pause des manipulateurs radio? B. B. Super, c'est la bonne réponse. C'est bien ça l'idée, c'est la mise en place d'un système de gestion qualité et on va y venir dans le détail. Super. Merci pour cette réponse qui, comme disait Myriam, malheureusement ne fait pas gagner des millions, mais qui est utile pour la bonne compréhension. Merci. Voilà, pour suivre la présentation, je vais juste faire une petite parenthèse sur la disposition des slides qu'on a préparés. Vous voyez tout en haut, vous retrouverez les principaux principes qu'on a identifiés, qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. À gauche, on a listé les différents messages de l'arrêté, en tout cas les principaux. Puis à droite, quelles fonctionnalités de DoseWatch pouvaient vous aider à y répondre. Voilà, juste pour que vous ayez une meilleure compréhension de la disposition de la présentation. Du coup, pour commencer, le principe de justification qui est compris dans l'article 6, que vous retrouvez en bas de la slide, est propre à ce qui concerne la réception de la demande de l'acte jusqu'à la décision de réaliser celui-ci. Notamment, on va se focaliser sur deux de ces étapes, l'analyse préalable et la surveillance des facteurs de risque, voilà, nous permettant de prendre la décision ou pas de réaliser l'acte. Du coup, comment est-ce que DoseWatch peut nous aider dans ces deux étapes de ce principe de justification? En fait, c'est grâce à notre liste de travail d'examen planifié. Vous voyez là, Myriam, elle la montre sur l'écran. On va tout au long de la présentation, on va faire des partages d'écran de DoseWatch directement. Pour ceux qui le connaissent, j'espère que ça vous parlera et pour les autres, ça vous permettra de le découvrir. Vous voyez là, à droite, Myriam va vous montrer des symboles orange qui sont relatifs à des notifications sur les informations cliniques. C'est des informations qui sont renseignées dans DoseWatch vous permettant de savoir si la patiente est enceinte, si le patient est allergique aux produits de contraste. Voilà, ce type d'informations cliniques, comme le titre l'indique, vous permettant de mieux prendre cette décision de réalisation de l'acte. Un petit peu à gauche, vous retrouvez un autre type de symbole, cette fois rouge. Il s'agit de notifications, encore une fois, avant l'examen, concernant la dose cumulée ou l'examen répété. Voilà. Du coup, dans la même ligne, des notifications visuelles vous permettant d'évaluer la décision de réaliser l'examen demandé ou pas. Voilà en ce qui concerne ces outils DoseWatch pour le principe de justification. Merci Pilar. Donc, une fois qu'on a finalement répondu à ce principe de justification, pertinence de l'acte, redondance des examens, on va pouvoir passer au principe d'optimisation de l'article 7, où là, l'arrêté recommande d'avoir des protocoles donc prédéfinis
Donc voilà, surtout documenté en fait, avec par indication clinique un protocole qui est prédéfini en termes de paramètres d'acquisition, etc. D'avoir des documents qui stipulent les actes particuliers. Donc là, on peut penser aussi à tout ce qui est pelvimétrie, actes particuliers en interventionnel, par exemple au scanner notamment, mais aussi avoir des outils qui permettent de gérer aussi les patients à risque. Donc là, on pense également à la pédiatrie, par exemple, avoir des actions aussi d'optimisation et tout ce qui concerne aussi les contrôles qualité et les maintenances. Donc ici, le but, c'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités que le DAX et en particulier DoseWatch peut faire pour répondre à tous ces items. On a pris un scénario assez simple, un scénario que tout le monde rencontre finalement dans vos sites. C'est le patient pédiatrique qui arrive pour un scanner. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, détecter de façon automatique avec DoseWatch si un protocole adulte a été utilisé pour la pédiatrie. Donc là, sur votre liste de travail scanner, par exemple, vous avez de façon visuelle et automatique une notification qui vous dit « Attention, ici, c'était de la pédiatrie, un protocole adulte a été utilisé ou vice-versa ». Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que, voilà, pour ce cas-là, ce protocole adulte a été utilisé, mais le manip a fait un effort de changer les paramètres d'acquisition pour optimiser la dose? Ou alors, est-ce que c'est une pratique plutôt courante? Et là, je vais avoir un module d'analyse qui me permet en fait, pour chaque protocole, de voir la tranche d'âge pour laquelle est utilisé ce protocole en question. Donc, pour rappel, pédiatrie en France inférieure à 16 ans. Donc là, rapidement, je peux voir que ce protocole en question, il est utilisé que pour des adultes. Il n'a jamais été utilisé pour la pédiatrie. Donc ça, c'est le premier point qui concerne donc patients à risque et optimisation de mes protocoles et utilisation générale de mes protocoles. Ce que je peux me poser aussi comme question, c'est finalement, est-ce que ce protocole en question, est-ce qu'il respecte en médiane les niveaux de référence diagnostique que me recommandent les institutions françaises? Et là, je passe à un autre module d'analyse qui me permet d'avoir mes informations dosimétriques pour ce protocole et par série de façon automatique, le P25, le P75, la médiane, et avec lequel je peux comparer directement ces valeurs à mes NRD ou mes niveaux de référence locaux si j'en ai. Donc, je peux rapidement me dire, OK, au niveau de ma médiane en PDL ou en CTDI, je suis plutôt bon au niveau des niveaux de référence diagnostique. En parlant des niveaux de référence diagnostique, ce qui est intéressant et bon à savoir, c'est que vous avez un nouvel arrêté de mai 2019 avec des nouvelles valeurs. D'ailleurs, on vous a remis à chaque fois les liens pour que vous puissiez accéder à toutes les annexes et tous les arrêtés ou décrets qu'on vous montre ici. Donc, des nouvelles valeurs qui ont été globalement, en tout cas au scanner, revues à la baisse, sauf pour le Rachis-Lambert, avec des nouvelles références, de nouvelles procédures et aussi une nouvelle notion de VGD, donc les valeurs guides diagnostiques. Et c'est pour tous les sites qui veulent aller plus loin dans cette démarche d'optimisation. Donc, il y a une réelle volonté des institutions à aller plus loin que les NRD et à vraiment prendre en considération cette démarche et ces actions d'optimisation. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais évidemment, vous avez un module dans DoseWatch parce que vous avez toujours l'obligation d'envoyer vos NRD à l'IRSN, mais un module qui vous permet automatiquement d'exporter les données envoyées à l'IRSN tous les ans, comme vous avez l'habitude de le faire, généralement manuellement pour les sites qui ne sont pas équipés d'un DAX. Alors, j'ai juste ajouté 2 éléments complémentaires, du coup, Myriam, sur cette partie-là. Le texte donc, sur l'assurance qualité impose de décrire dans le système de gestion de la qualité les différentes étapes du processus d'optimisation. Donc, la première étape, c'est l'évaluation de l'optimisation, c'est-à-dire comment on va évaluer s'il faut optimiser ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va optimiser? Donc, pour ça, c'est vrai que DoseWatch nous fait gagner quand même pas mal de temps. Tu as montré les exemples d'analyse, donc on accède à l'activité, c'est-à-dire aux examens les plus courants assez rapidement. Voilà, c'est la capture que tu nous montres. Aux examens les plus irradiants, aux examens réalisés pour les personnes à risque, donc notamment les enfants. Et on a aussi accès, comme tu l'as montré, à une analyse automatique de comparaison des doses par rapport au NRD. Donc, c'est quand même assez efficace d'un point de vue information, d'un point de vue rapidité information. Un deuxième élément que je veux ajouter, c'est qu'on peut donc mettre en place sur DoseWatch des alertes basées sur les pratiques qui vont permettre d'identifier les écarts dosimétriques importants par rapport aux pratiques habituelles et ensuite d'en analyser les causes. C'est-à-dire que on peut créer voilà, tu peux montrer l'exemple de codification, on peut créer une liste de codification de type
qui va permettre ensuite au manipulateur ou au médecin de justifier les dépassements de dose, et grâce à l'analyse automatique qu'on peut en tirer, on va pouvoir assez simplement voir quels sont les éléments avec le plus d'alerte, et pouvoir justifier donc les dépassements et voir si il peut y avoir potentiellement des pratiques améliorées. Alors par exemple, ça peut être dans certains cas des hits qui vont être trop longues, qui vont dépasser le scout, un protocole inadapté ou d'autres choses. Donc ça me semble intéressant. Alors c'est pas directement l'optimisation, mais ça y participe par ce biais-là en fait. Merci beaucoup Brice pour ce complément d'info. Du coup, toujours pour voir si vous êtes toujours là, ce qu'on vous propose, c'est une deuxième question sur quelle est la différence du coup entre les NRD et les VGD. Est-ce que les NRD sont inférieurs aux VGD? Est-ce que c'est simplement les deux premières lettres qui les différencient? Est-ce que les VGD sont une valeur repère à considérer dans tous les cas? Ou est-ce que les VGD sont la valeur repère à considérer lorsque cela est techniquement possible? D'ailleurs, il y a deux réponses juste d'ailleurs ici, mais on n'en a mis qu'une. Il y a des volontaires pour répondre? Alors, les VG... Allô? Oui. Oui, alors c'est Fouzia. Les VGD, donc c'est déjà inférieur au NRD, c'est sûr, et c'est une valeur à laquelle on doit se rapprocher. Donc, je vois pas la réponse exacte que pourrait... La D, oui. Tout à fait. Merci, Fouzia. C'est en effet la réponse D. Donc, tu as raison, les VGD sont inférieurs au NRD. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, challengeant. Et en effet, toujours dans le principe ALARA, on doit s'en rapprocher quand cela est techniquement possible, puisqu'il faut garder une image de qualité et qu'elle soit, que le médecin puisse faire quand même son diagnostic. Donc voilà, donc c'est la réponse D, mais la réponse B était aussi juste, puisque les deux premières lettres différencient les NRD et les VGD. Voilà, merci Fouzia pour cette réponse très correcte. On va continuer avec une troisième question. Quel est le nombre et sélection des patients adultes à inclure dans les évaluations dosimétriques en scanographie? Voilà, les fameux NRD que vous devez envoyer une fois par an. Est-ce que c'est au moins 10 patients consécutifs d'IMC compris entre 20 et 35? Est-ce que c'est plutôt 20 patients consécutifs? Est-ce que c'est réponse C, au moins 30 patients consécutifs d'IMC compris entre 18 et 35? Ou est-ce que le critère d'IMC n'est pas important? Si. On n'a que des bons élèves, hein. Ouais. On existe. Ça fait du bien. Super. Voilà, effectivement, au moins 30 patients consécutifs, d'IMC compris entre 18 et 35 hors crâne, bien évidemment. Et voilà, juste, on ne l'a pas mis sous forme de questions, cette fois, on a été gentil. Si jamais votre activité pédiatrique dépasse 5%, il faudra aussi faire une déclaration sur l'activité pédiatrique. Voilà, ouais. Ça se fera sous forme d'une liste de 10 patients avec l'âge et le point correspondant pour une indication clinique. Voilà, à être aussi envoyé une fois par an. Voilà, on va continuer avec l'article 8. En fait, on a commencé par le principe de justification. Est-ce qu'on fait l'acte ou pas? On a pris la décision de réaliser cet acte, comme l'énonçait Myriam, avec le principe de justification de la façon la plus optimale possible, principe ALARA. Et là, une fois l'examen a été réalisé, il y a une obligation d'informer sur la dose reçue. L'information sur le compte-rendu d'acte et plus notamment de l'arrêté de septembre 2006 qui soulève l'obligation de renseigner la dose dans le compte-rendu. Voilà, du coup, l'intégration que fait Dosewatch dans vos sites nous permet d'envoyer ces informations depuis Dosewatch au compte-rendu de façon personnalisée. Là, dans le cas que Myriam montre dans l'écran, on a affiché les informations de IDSV et de PDL, ainsi que certaines informations de contraste, étant celui-ci intégré aussi à Dosewatch. Voilà en ce qui concerne le transfert de dose dans le compte-rendu.
Quelle peut être l'autre fonctionnalité de Dosewatch vous permettant de donner ces informations dosimétriques post-examen? Eh bien, c'est le rapport PDF. C'est un rapport qui peut être généré à tout moment, une fois l'examen a été réalisé, et donnant des informations des informations complémentaires sur l'examen réalisé aux patients, aux médecins demandeurs, voilà, la personne qui souhaite avoir ces informations. L'exemple pourrait être une patiente enceinte qui nous demanderait après l'examen à avoir voilà, ce rapport pour garder une information plus détaillée de l'examen qu'elle vient d'avoir, et ainsi que de l'historique de ces examens qui figurent aussi dans ce rapport PDF. Je laisse Myriam continuer. Merci. Du coup, une fois qu'on a répondu à des items individuels de justification, d'optimisation, de compte rendu d'actes, on va pouvoir aussi s'intéresser là à la traçabilité de façon globale des patients exposés. Donc, comment je traque mes patients et la dose que je leur délivre. Donc, finalement, c'est le principe, je veux dire, premier du DAX, c'est de pouvoir archiver les doses. Donc là, on va pouvoir cocher cette première case. Ensuite, ce que vous demande donc cet article 8, c'est de pouvoir, dans le cas de la radiologie interventionnelle, faire un calcul de la dose à la peau lors de procédures complexes, faire une estimation du risque et pouvoir communiquer avec l'équipe médicale. Donc là, de façon, comme les façons précédentes, on a pris un cas assez simple, le cas d'un examen en radiologie interventionnelle qui peut être un peu complexe et pour lequel vous voulez être alerté lorsqu'un dépassement de dose a été réalisé. Donc là, c'est typiquement toujours sur la liste de travail où Dosewatch va pouvoir vous alerter de façon toujours automatique et visuelle lorsque vous avez dépassé une dose, ici, une dose maximale à la peau qui est directement estimée par Dosewatch. Donc, vous allez avoir une estimation ici directement faite et une alerte basée sur le seuil que vous avez défini, 2 grès, 3 grès, 5 grès ou plus. Vous allez pouvoir dire, attention, là, j'ai dépassé 2 grès et en plus, je me suis mis un petit commentaire, le patient doit avoir un suivi pendant 1 mois, 2 mois, 48 heures, etc. Donc là, c'est la première chose. J'ai une alerte. J'ai envie aussi de savoir plus dans le détail ce qui s'est passé. Du coup, vous allez pouvoir entrer dans le détail de l'examen et notamment avec l'outil de cartographie de dose à la peau. C'est un outil avec, vous allez voir, différentes boxes qui vont être interactives. À partir du moment où je mets play, tout va être interactif et va bouger. Vous allez voir le patient sur la table avec le tube durant la procédure, les différentes gauges ici de scopie, de PDS, de R-Karma, la cartographie de la dose à la peau sur le fantôme anthropomorphique qui va évoluer également, les différents runs que le médecin a fait en scopie et en graphie avec les différents paramètres d'acquisition que vous retrouverez ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est finalement d'avoir une discussion pédagogique, éducative entre le manip, le physicien, le manipulateur aussi, de savoir voilà ce qui s'est passé lors de cette procédure, de pouvoir identifier les moments qui auraient pu être optimisés en termes de paramètres, en termes d'angulation, et de pouvoir ensuite exporter ces données. Exporter ces données, si j'ai besoin de faire un événement, une déclaration d'événement significatif de radioprotection, si j'ai besoin de mettre en place derrière un suivi dermatologique, comme le préconise en fait tout simplement la Haute Autorité de Santé. Je pense que c'est des valeurs que vous connaissez. Sinon, je vous invite à les étudier ici, où vous avez les effets cutanés décrits en radiologie interventionnelle par rapport aux doses délivrées. Et vous avez également différents guides de la HAS en termes de pré-consultation, de post-examen, tous les suivis dermatologiques qu'on peut mettre en place, mais aussi l'auto-évaluation par le patient. Merci Myriam. On va continuer sur les articles 10 et 11 concernant le retour d'expérience. Voilà, ces articles sont relatifs à tout ce qui concerne l'enregistrement, l'analyse, la formation et la promotion de bonnes pratiques d'événements indésirables ainsi que d'événements significatifs en radioprotection. Une petite parenthèse pour différencier ces deux types d'événements. Un événement significatif et un incident qui présente une importance particulière en ce qui concerne les conséquences réelles que ça peut avoir, réelles ou potentielles, que peut avoir cet incident sur patients, public, travailleurs. Alors qu'un événement indésirable, c'est plutôt un événement non conforme au fonctionnement qu'on souhaitait. Un exemple
rapide qui pourrait nous venir ici. Un événement significatif pourrait être un scanner réalisé à une femme enceinte. Voilà, il s'agit d'un accident qui a des possibles conséquences sur la patiente, alors qu'un événement indésirable serait plutôt la modulation des milliampères, par exemple, fonctionnalité propre au scanner, qui n'aurait pas modulé comme il fallait. Relié à cet exemple que je donne de la modulation de milliampères, vous avez cette fonctionnalité dans nos watch qui vous permet de l'évaluer. En fait, vous voyez là à droite dans l'écran, il y a le scout du patient qui apparaît et en fait ces courbes qui permettent de voir comment le scanner a, bien évidemment pour les scanners qui ont cette fonctionnalité activée, comment le scanner a modulé dans l'axe longitudinal ainsi que dans l'axe XY. Voilà en ce qui concerne, on va dire, un type possible d'événement indésirable. L'autre événement dont je parlais tout à l'heure et qui demande aussi une déclaration dans le cas d'avoir lieu, c'était l'exemple que je donnais de la femme enceinte. Voilà, on aurait scanné une femme, on se rend compte ou elle nous notifie après qu'elle était enceinte, faut bien évidemment faire une estimation de la dose reçue au fœtus. Il y a dans DoseWatch la fonctionnalité de Duke qui calcule la dose à l'organe. Elle prend en compte la méthodologie de Monte Carlo avec une librairie de 164 fantômes pour être le plus large possible en ce qui concerne les âges, le sexe, l'état de grossesse des patients, la morphologie. Et en fait, grâce à cette corrélation avec un fantôme, ça nous permet d'estimer la dose reçue par le fœtus. Cette valeur, Myriam va vous la montrer tout à l'heure, cette valeur, elle est disponible immédiatement après l'examen. Voilà, elle est à disposition dans cet onglet DoseWatch, vous permettant, comme je disais, d'avoir ce calcul rapide de dose à l'organe, notamment dans ce cas-là, de la dose reçue au fœtus. Désolée, je me suis interrompue. Comment accéder à cette option? Alors, il s'agit d'une option payante voilà, une fois elle est activée sur votre site, elle apparaît tout à droite. Voilà, Myriam vous le montre là. Elle apparaît tout à droite dans les onglets disponibles une fois que vous êtes à l'intérieur de l'examen. Voilà, du coup, pour revenir au concept aux actions à mener dans le cas d'événements significatifs, voilà, il y aurait ce calcul estimé grâce à DoseWatch et pour ensuite, bien évidemment, prendre pour les discussions entre le médecin et le physicien et la postérieure communication à la patiente. À savoir que quand la dose reçue par le fœtus est inférieure à 100 mg, il n'y a aucun risque pour le fœtus. Voilà en ce qui concerne ces articles. On va continuer dans notre dynamique de petites questions. La question 4, quel est le facteur multiplicatif des NRD à partir duquel vous devrez réaliser une déclaration de SR à l'ASN en scanographie chez adulte? Est-ce que c'est un facteur de 1,5, de 2, de 3 ou est-ce que voilà, les NRD sont juste des recommandations, il y a pas, lors du dépassement, il n'y a pas forcément de déclaration d'événements significatifs à réaliser? Qui connaît Voilà, je vois la réponse B qui apparaît dans le chat. Ouais, merci Sarah. Merci beaucoup. Oui, c'est bien la bonne réponse. Une fois qu'un examen dépasse 2 fois les seuils NRD, il y a une déclaration à faire d'événements significatifs en radioprotection. Alors, juste une petite précision, si je puis me permettre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bien sûr. Oui, on vous entend très bien, oui. C'est pas la valeur du NRD qui doit dépasser 2 fois, mais c'est la moyenne des examens faits, donc à minima 30 patients. C'est la moyenne qui doit dépasser de 2 fois avant de faire la déclaration. D'accord, oui, merci beaucoup. Oui, en effet, ça change. Merci beaucoup pour cette précision.
Donc, pour finir sur le dernier article qui concerne le suivi des formations, donc formation de nouveaux arrivants et aussi dans le cadre de nouveaux dispositifs médicaux qui impactent la dose et les formations de radioprotection. Donc là, en l'occurrence, DI, évidemment, ne délivre pas de formation obligatoire radioprotection travailleurs et public. Ce qu'on propose, c'est des programmes d'accompagnement dans le cadre de la mise en place d'un DAX qui s'appelle le Dose Excellence Programme et j'y reviendrai juste après. Les classrooms, peut-être que vous en avez déjà également fait à BUC sur différents sujets. BUC qui est un centre en fait, un centre de formation et accrédité et du contenu digital que vous pouvez retrouver également sur DICERS. Donc le Dose Excellence Programme, en deux mots, c'est un programme qui en fait qui va s'adapter en fonction de vos objectifs et de vos besoins en termes de réglementation, en termes de dose, en termes de qualité, mais aussi en termes de gestion de qualité d'image. Ça peut être vraiment assez adapté à vos besoins. On propose une première méthodologie qui est autour de la collecte de données, autour de l'harmonisation, l'optimisation des pratiques et on vous aide ensuite à communiquer vos résultats. Mais globalement, c'est un programme qui s'adapte vraiment en fonction de ce que vous voulez faire avec le DAX. On a parlé de DICERS. Je pense que pas mal d'entre vous ont peut-être déjà un compte. Donc, c'est une plateforme dédiée à GE. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Vous avez juste besoin d'un système ID d'une machine GE pour pouvoir y accéder. Et c'est une plateforme où vous pouvez retrouver des ingénieurs d'application en ligne, mais aussi des publications de vos différents confrères physiciens, manip, PCR, médecins, et où vous-même, vous pouvez aussi partager vos expériences, vos protocoles ou toute astuce que vous jugez utile. C'est aussi ici que vous pourrez retrouver le lien du replay de ce webinaire. Je vous propose également de vous laisser nos coordonnées si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur ce webinaire, sur le DAX, sur la réglementation, voilà, des choses qui vous reviendraient par la suite. On sera très ravis de répondre à vos questions, d'échanger aussi avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est aussi là pour ça. On va du coup ouvrir la session de questions-réponses. Donc, soyez vraiment, sentez-vous libre de poser vos questions. Si jamais il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur micro, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat.